Bonsoir, merci d'être là. Donc moi, c'est Quentin, je bosse chez Dashen depuis 14 ans maintenant, et je suis staff engineer. Et j'interviens sur la partie back-end et sécurité. Et dernièrement, j'ai été amené à bosser à la fois sur le produit et au niveau du tooling sur les problématiques IA. Et donc là, c'est plutôt sur la partie tooling que je vais parler. Donc, le planning. Donc déjà, je vais vous expliquer dans quel cadre on a fait ce projet. De quoi on veut se défendre, c'est important de définir le modèle de menace. Ensuite, vous décrire un peu le setup qu'on a mis en place pour sécuriser notre Cloud Code. Quelques sécurités supplémentaires qu'on a pu rajouter, quelques features supplémentaires après qu'on a rajoutées, et une conclusion. Donc, le contexte. Donc, on est Dashen, on vous a présenté. Donc, on crée du software sensible en termes de sécurité, parce qu'on va gérer les mots de passe de grosses boîtes, notamment. Donc, c'est un point important pour nous. On est une centaine d'ingénieurs. On a commencé à utiliser les LLM pour les coding agents. Et fin 2025, on a décidé qu'on allait utiliser Cloud Code. Voilà, après en avoir testé différents et avoir éliminé certains qu'on ne jugeait pas assez bons en termes de sécu. On a choisi Cloud Code. Mais on avait quand même une forte demande de la sécu de ne pas rajouter de problématiques de sécurité quand on utilisait Cloud Code. Donc, un truc important, c'est qu'on ne voulait pas se dire, bon, de toute façon, on va approuver toutes les commandes de Claude, parce que la réalité, c'est que Claude, il va nous produire des gros bash ou des gros Python qu'on n'a pas envie de review, parce que c'est pas réaliste. Et en plus, on a envie quand même d'être efficace quand on utilise l'IA. Donc, en termes de productivité, si on doit approuver chacune des commandes, en fait, on ne va pas gagner grand-chose, voire pas du tout. Donc, on veut pouvoir utiliser l'agent en mode skip permission, et donc qu'il soit relativement autonome dans ses tâches. Du coup, à partir de là, la question, c'est de quoi on veut se protéger. Donc, la première menace qui vient en tête quand on parle des agents, c'est les prompts injection. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une prompt injection? C'est dans les données qui vont être accessibles à l'agent, il peut se cacher des commandes, et en fait, le LLM n'est pas capable de faire la différence entre des données et des instructions. Donc, à partir de là, on va pouvoir lui injecter des commandes et lui faire faire des choses malveillantes si un attaquant est capable d'impacter en fait le contexte de votre agent. Donc, Simon Wilson a théorisé un peu ça. Donc, c'est le développeur de dataset. Il a créé ce qu'il appelle, il a conceptualisé l'idée du tiercé mortel, il appelle ça. Donc, si votre agent a accès à des données privées, si votre agent a accès à des données non trustées, et qu'il a la capacité de communiquer avec l'extérieur, alors un attaquant va pouvoir utiliser ça pour vous voler vos données privées. Pour les agents codeurs, forcément, on est dans ce cas, parce qu'il va avoir accès à vos données privées, donc ce qu'il y a sur votre ordinateur. Il va être exposé à des données non fiables, parce qu'il va lire des issues sur GitHub. Même le code sur lequel vous travaillez, il a été produit, vous n'avez pas forcément review en entier avant de lancer Claude. Et généralement, il va avoir aussi des capacités d'exfiltration, soit en poussant du code, soit en parlant à différentes MCP, on verra ça. C'est en fait pire que de l'exfiltration dans le cas des agents codeurs, parce que généralement, ils peuvent exécuter du bash arbitraire. Et donc, non seulement ils vont vous piquer vos données, mais potentiellement, ils vont pouvoir exécuter du code arbitraire sur vos machines et faire d'autres dégâts. Donc ça, c'est la première menace. L'autre menace qui existe aussi, c'est que les agents, on ne peut pas leur faire confiance.
de deux manières. Donc déjà, le modèle, à chaque fois qu'il va... Généralement, on va utiliser, si on utilise Claude, c'est un SaaS. Donc il va, à chaque fois qu'il va lire des données sensibles, en fait, il va les envoyer sur les serveurs d'Anthropic, en l'occurrence. Et bah, ça, sans doute, ça va finir dans des logs, etc. Donc si jamais il est amené à lire vos tokens secrets ou vos mots de passe, c'est des choses qui risquent de fuiter. L'autre chose sur laquelle on ne peut pas trop leur faire confiance, c'est qu'ils peuvent faire des erreurs. Donc là, j'ai pris un exemple de cette année où des gens se retrouvent à avoir leur base de données qui est supprimée par leur agent. Et en fait, il n'y a vraiment pas de moyen de s'assurer que l'agent va tout le temps suivre des instructions. La façon dont fonctionnent les LLM fait qu'on ne peut pas garantir que ça sera toujours le cas. Du coup, le modèle sur lequel on va travailler, c'est ce que j'ai appelé la loi de Murphy des agents codeurs. C'est qu'on va supposer que l'agent va finir par causer tous les dégâts qu'il est capable de causer. Donc, ça nous permet d'avoir un modèle de travail qui est assez simple pour la suite. Donc, comment on a géré ça? Donc, clairement, vu que on part du principe que l'agent va créer tous les dégâts qu'il est capable de faire, ce qu'on veut, c'est qu'il ne soit pas capable de faire de dégâts. Donc, clairement, il ne faut pas qu'il ait accès à vos données sensibles, parce que sinon, il va les faire fuiter. Et il ne faut pas qu'il puisse aussi détruire ou altérer des données importantes. On a pris l'exemple de la base de données de prod. Donc, voilà, c'est ça qu'on veut. Ou même, d'ailleurs, des fichiers qui sont... si vous avez fait une présentation où potentiellement, il pourrait détruire votre présentation par erreur, et si elle n'est pas backupée, vous l'avez perdu. Donc, à partir de là, c'est clair qu'il faut qu'on isole l'agent de la mémoire et du file system de notre ordinateur. Donc, comment on fait pour isoler nous, ce qu'on fait quand on veut isoler des process, on utilise des conteneurs. Donc nous, en l'occurrence, on est sur macOS, donc ça va être même des machines virtuelles, donc il y a une isolation assez forte. On utilise Podman, c'est quelque chose qu'on utilise déjà dans la CI, on l'utilise pour nos tests d'intégration locale, on l'utilise en prod, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien, on est habitué, on sait que l'isolation est très forte. Par défaut, tout est isolé et on peut whitelist au cas par cas. Et du coup, c'est assez confortable, on est rassuré de savoir, on sait exactement qu'est-ce que l'agent va pouvoir faire. Voilà. Donc, on a fait un conteneur Podman avec Claude dedans et pas mal de scripts autour qui vont nous permettre d'exposer à l'agent exactement ce qu'on veut. Donc, la première chose, c'est le code sur lequel on travaille, donc le folder du projet. Une précision importante, dans notre modèle d'HN, le code n'est pas une donnée sensible. Donc, si l'agent se retrouve à le poster sur Internet, ça nous va. D'ailleurs, on publie pas mal de nos sources. Nous, dans notre cas, ce n'est pas une donnée sensible. Et par ailleurs, il n'est pas non plus à risque d'être détruit, puisqu'il est versionné par Git. Donc, on considère que l'agent peut accéder au code sans problème. Et le but de notre setup, ça a été de vraiment le rendre le plus transparent possible pour les devs. Donc, on a un script qui s'appelle Claude, qui va faire en fait toute cette décoration, monter le folder, etc. dans le conteneur. Et c'est censé être transparent vraiment pour le dev. Alors, en pratique, déjà, on a eu un premier problème qui était que on veut pouvoir relier notre agent à des tools. Donc, le protocole standard pour les tools, c'est les MCP. Et donc, il y a deux types de MCP, de serveurs MCP. Les serveurs HTTP et les serveurs standard I/O. Dans les deux cas, on a des problèmes. Donc, pour les serveurs HTTP, en fait, on ne peut pas prédire dans le flow de hôte, le flow d'authentification, on ne peut pas prédire le port de callback que va utiliser Claude pour réaliser l'authentification et récupérer les credentials. Donc, du coup, on est embêté pour notre conteneur, en fait, peut pas récupérer ces credentials et faire l'authentification, puisque lui, il est isolé du réseau. Et dans les deux cas, en fait, on est aussi embêté parce que si jamais ces credentials ils sont accessibles à Claude, donc dans le conteneur de Claude, on indique que comme il va faire tous les dégâts qu'il peut faire, il va exfiltrer
un moment, soit nos credentials, notre GitLab token ou nos tokens OAuth. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un petit outil qui s'appelle MCP Remote, qui est un petit peu devenu un peu populaire, qui va tourner, pas dans le conteneur de Claude, mais sur l'autre, et qui va s'occuper de faire le flow OAuth et stocker les credentials OAuth sur l'autre. Donc, il va tourner vraiment sur l'autre. Et il fait une conversion d'un MCP HTTP vers un MCP STDIO qui n'a pas d'authentification. Il reste quand même un problème, une fois qu'on a fait ça, qui est que Claude ne peut pas lui parler, vu que c'est un process qui tourne sur la machine, alors que Claude, lui, tourne dans le conteneur. Pour régler ce problème, on va passer par un tunnel SOCAT. Donc, SOCAT, c'est un petit outil Unix qui permet de convertir des flux de différentes natures, donc nous, en l'occurrence, du STDIO, vers d'autres flux. Donc, nous, en l'occurrence, on va utiliser un tunnel TCP. Donc, on va exposer en fait ce MCP STDIO de MCP Remote au conteneur via le tunnel SOCAT. Donc, ça marche puisque du point de vue de Claude, il voit le tunnel, uniquement le tunnel SOCAT. Il n'y a pas de credential. Et la partie authentification est gérée sur l'autre. En bonus, plutôt que de faire tourner MCP Remote sur l'autre, on l'a aussi mis dans un conteneur, son conteneur à lui, de façon à isoler encore un peu plus. Donc, il y a un schéma, je vous rassure. Donc, on va avoir le conteneur de Claude, le conteneur de MCP Remote. Donc, MCP Remote qui va faire se connecter au serveur MCP distant, va convertir le flux MCP HTTP en MCP STDIO. SOCAT va convertir ça en flux TCP. Et en fait, ils vont se parler en TCP. Et après, de l'autre côté, il y a un autre SOCAT qui va reconvertir dans l'autre sens, en STDIO. Et Claude Code a l'impression de parler à un MCP local STDIO, mais qui en fait est déporté dans un autre conteneur. Et donc là, on voit, en fait, on n'a du coup pas de credential dans le conteneur Claude Code, et il reste de ce côté-là. Donc, pas de possibilité de le faire fuiter, ce qui est très bien. Donc, en plus de ça, on a rajouté, en fait, ça nous a permis d'avoir on a un repo, on a tout ce setup, et dans lequel on a profité pour rajouter à la fois des fonctionnalités pour Claude et quelques trucs de sécurité en plus. Donc, après avoir tout isolé, on s'était dit, bon, bah, c'est bien, on est content, c'est isolé. Mais en réalité, on s'est rendu compte que finalement, l'agent avait quand même des possibilités de s'échapper du conteneur. Donc, le moyen le plus facile, c'était par exemple de passer par les git hooks. Si l'agent mettait un git hooks qui exfiltrait des données de la machine, ça faisait que la prochaine fois qu'on allait git commit sur notre machine, ça allait déclencher le hook et exfiltrer potentiellement des données ou faire d'autres choses. Donc, on a géré ce problème en montant le git hooks en TempFS. Donc, ça fait que tous les changements qui sont faits par Claude dans le conteneur sont pas persistés, en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, en fait, pour tous les fichiers qui sont pas versionnés, parce que potentiellement, sinon, l'agent peut aller les éditer et vous ne le verrez pas. Deuxième chose qu'on a fait, donc je vous dis, on n'a pas moyen de dire à l'agent empêche les prompts d'injection, c'est pas possible. Enfin, mais c'est pas parce que ça suffit pas qu'il faut pas le faire. Donc on a un plugin qui va injecter dans le contexte de tous les agents qu'on utilise. Donc c'est un plugin qui est installé dans le setup là. Et qui va dire tout ce qui vient de Confluence, tout ce qui vient de GitHub, etc., il ne faut pas lui faire confiance. Donc, ça ne protège pas, ce n'est pas de la sécurité proprement parlée, mais ça protège quand même un peu parce que sans ça, moi, je suis capable de faire une prompt injection en 5 minutes avec une page Confluence, alors qu'avec ça, j'y arrive pas. Donc,
ça augmente le niveau nécessaire pour pouvoir faire des attaques, ce qui est toujours bien parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Dernière petite chose sympa, c'est que MCP Remote a aussi une petite fonctionnalité qui permet de filtrer les outils. Donc ça va être bien parce qu'on a dit on ne veut pas donner à l'agent la possibilité de faire des dégâts. Donc une des choses qu'on a besoin de faire, c'est de filtrer tous les outils qui peuvent faire des dégâts. Donc soit on peut ne pas donner l'accès, par exemple, on ne va jamais donner l'accès à notre prod AWS à nos agents, nous. Mais on pourrait envisager de leur donner un accès read-only, etc. Et donc ça permet de filtrer les outils dangereux de manière assez facile. En plus des fonctionnalités de sécurité, on a rajouté quelques améliorations de qualité de vie pour les développeurs. Donc, en fait, on a un conteneur commun qui est utilisé par tout le monde. Et ça, c'est vachement pratique parce que dedans, en fait, on embarque notre marketplace de tous les skills communs. Et en fait, ça permet de s'assurer que tout le monde a des skills toujours à jour et des plugins toujours à jour. Parce qu'à chaque fois qu'on lance Claude, en fait, ça poule le conteneur avec du coup la marketplace à jour. Et donc ça, c'est un truc assez pratique. On a aussi nos MCP custom, etc. Tout est dans le même repo. Et ça permet d'avoir un truc assez pratique. L'image commune est possible uniquement parce que on a utilisé un petit trick avec mise en place. Donc, mise en place, c'est un tool d'installation d'outils de dev. Et en fait, ça fait qu'on n'a aucun outil dans l'image Docker elle-même. Et chaque repo peut déclarer les outils dont il a besoin. Et au démarrage, ça va automatiquement installer. Donc là, par exemple, sur ce repo, on utilise Node22 et PNPM. Donc ça permet d'utiliser une image commune pour tous les devs, sans avoir à mettre tous les outils de tout le monde dans l'image. Dernier truc sympa, on a rajouté le support pour les worktree. Donc notre script Claude va automatiquement détecter qu'il y a un worktree, un Git worktree, et monter les folders nécessaires. En conclusion, donc c'est un setup qui a bien marché. Donc c'était vraiment quelque chose qui était pensé pour l'engineering, vu que c'était Claude Code. Ça a bien marché pour les ingés. En termes de sécu, c'est pas complètement parfait, mais c'est quand même pas mal. On est quand même assez rassuré. Par contre, ça marche pas bien pour les non-ingénieurs. Il faut cloner un HippoGit, il faut installer Podman, etc. C'est assez contraignant. Donc, du coup, on est en train de se pencher sur la question actuellement de comment est-ce qu'on peut faire des choses un peu plus sympas pour les non-devs avec Claude Desktop notamment. L'autre truc qui nous manque, c'est un audit trail. Donc ça vient de la Sécu. On n'a pas d'audit trail de ce qui se passe avec les MCP. Donc on est en train de regarder tout ce qui est MCP Gateway, qui permet d'avoir un endroit centralisé où on va pouvoir faire de la réponse à un incident. Par exemple, si quand même par hasard un jour un agent supprime notre base de données, qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Voilà. Merci Quentin. Merci. Vous avez des questions ? On va prendre des questions. J'ai une première petite question. C'est du coup ce setup-là, il est en place, il est figé à peu près, ou c'est quelque chose qui évolue encore beaucoup à ce jour? On a des contributeurs internes qui vont rajouter, par exemple, les Git Worktree. Là, c'était un nodeb qui les utilisait et qui était frustré de ne pas pouvoir les utiliser. Donc, il a contribué cette fonctionnalité en plus. Donc, ça évolue un petit peu. Là, sur les next steps, là, peut-être que ça va vraiment beaucoup changer en fonction de ce qu'on décide de faire pour les non-développeurs. Parce qu'on aimerait bien quand même avoir un truc un peu commun pour éviter de dupliquer des setups de MCP, etc. Donc voilà, en fonction de ce qui est décidé pour les non-développeurs, peut-être que ça va changer radicalement bientôt. Mais sinon, oui, c'est plutôt stable depuis un moment. Enfin, le concept général, en tout cas, est assez stable. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Les deux micros.
Est-ce qu'on a un endroit où on peut retrouver la plupart du setup pour pouvoir s'en inspirer si on veut avoir quelque chose de similaire? Bonne question. Pour l'instant, il n'est pas partagé publiquement. Je pense qu'on n'a pas d'opposition de principe à le partager publiquement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Si jamais c'est le cas, ça peut être cool. Ouais. De récupérer. Ouais, bah, on le mettra, ce serait sur notre GitHub, github.com/dashlane. Pour l'instant, il n'y est pas, mais ouais, en tout cas, je pense qu'on n'aura pas de problème à le mettre en public. Merci, d'accord. Tu es en retard, Jean-Louis. Une autre question? Non, c'est tout bon? Super. Merci, copain. Merci.